Pourquoi Clostricox? Donc c'est un projet qui est un projet multipartenarial, comme vous l'a dit Maëlys, qui a été soutenu par l'Institut Carnot Agri-Food Transition, que l'on remercie ici. Alors au niveau de l'acronyme, eh bien Clostricox, Clostri pour Clostridie. Clostridie, ce sont des bactéries dont une espèce Clostridium perfringens. Alors il y a plusieurs espèces dans le genre, mais Clostridium perfringens, c'est une bactérie qui est impliquée dans l'entérite nécrotique chez la volaille. Et cette maladie, elle engendre des lésions de la muqueuse intestinale, et c'est une maladie aiguë, sévère, avec une réaction rapide, et qui peut entraîner de la mortalité. Et pourquoi COX? Eh bien, COX, c'est pour coccidie, des parasites intracellulaires dans le tube digestif, dont 7 espèces ont été décrites chez le poulet, et qui peuvent causer une maladie associée, les coccidioses, qui peuvent aller d'une baisse de croissance chez des sujets faiblement atteints, et dans ce cas-là, on parlera de coccidiose subclinique, jusqu'à de la mortalité avec certaines espèces. Donc, de par leur localisation, aussi bien des clostridies et des coccidies dans le tube digestif, eh bien, des interactions entre ces deux organismes ont été démontrées, et il peut y avoir donc une synergie et une association de ces espèces dans le développement de l'entérite nécrotique. Alors, cette entérite nécrotique, comme je vous l'ai dit, c'est une maladie qui est très grave chez les volailles. Et actuellement, les seuls moyens de lutte pour contrer cette maladie ou pour limiter les dégâts, eh bien, c'est l'utilisation d'antibiotiques, mais en traitement lorsqu'il y a des cas diagnostiqués. En France, il n'y a pas de modèle de reproduction expérimentale de cette maladie. Donc, les candidats à leur contrôle ne peuvent pas être évalués de manière totalement objective et scientifique pour vraiment évaluer et mesurer leur intérêt. Alors, il y a des modèles de reproduction de l'entérite nécrotique hors de France, mais ils ne sont pas optimaux. Des fois, c'est des formes subcliniques qui sont reproduites avec absence de lésions caractéristiques ou alors avec des lésions qui sont mineures. Donc, l'objectif de notre projet, c'était vraiment de mettre au point un modèle expérimental chez le poulet de chair pour reproduire cette maladie associée à cette bactérie, pour ensuite optimiser ce modèle, vérifier sa reproductibilité en refaisant les travaux avec les mêmes paramètres afin de le valider pour ensuite pouvoir tester des candidats au contrôle de cette infection. Alors les partenaires dans ce projet, mais Maëlys vous en a parlé, Zoopôle Développement a été le chef de file et coordinateur de ce projet et a eu le rôle de test de candidats sur le modèle une fois qu'il était validé. Tegaliment était un partenaire qui intervenait pour la préparation d'aliments dans le cas d'incorporation de bactéries lactiques qui pouvaient être des candidats pour le contrôle de cette maladie. Et enfin, l'ANSES, le laboratoire de Ploufragan-Plouzané-Niort auquel j'appartiens, eh bien, 2 unités étaient impliquées. L'unité HQPAP pour la préparation des clostridies et leur dénombrement avec la responsable Caroline Le Maréchal. Et enfin, l'unité VIPAC avec l'équipe de parasito que je dirige pour la préparation des suspensions de coccidies et la mise au point du modèle dans nos animaleries. L'entérite nécrotique, eh bien, c'est une maladie qui est en recrudescence depuis l'interdiction en 2006, début 2006, dans toute l'Union européenne, des antibiotiques facteurs de croissance pour les aliments des animaux. Alors, l'estimation du coût mondial de cette maladie est très difficile à faire. Elle a été en 2000 évaluée environ à 2 milliards de dollars par an et réévaluée en 2015 à 6 milliards de dollars. Mais en fait, les formes subcliniques ou les formes qui ne sont pas diagnostiquées ne sont pas forcément prises en compte. Donc 6 milliards, c'est probablement une sous-évaluation du réel coût de cette maladie. Alors dans la littérature et sur le terrain, il y a 2 formes qui sont décrites. La forme clinique, qui est vraiment intense, aiguë, qui va entraîner des diarrhées, de la prostration, des signes cliniques chez les animaux, et une mortalité qui peut être très forte. Et dans le cas de cette prostration et de la mortalité, on va avoir des lésions caractéristiques de nécrose, essentiellement sur la muqueuse du jejunum. Dans les formes subcliniques, eh bien là, ce sont des formes asymptomatiques qui peuvent avoir un impact sur les performances, et on observe en général des lésions de faible intensité de nécrose. Lorsqu'on observe pas de lésions de nécrose, ce n'est pas forcément la forme subclinique, il peut s'agir d'autres désordres digestifs causés par d'autres pathogènes. Donc, Clostridium perfringens, ce n'est pas forcément
toujours responsable du problème. Mais là, je vous ai mis une petite photo qui illustre les lésions caractéristiques qu'on peut observer dans les cas terrains, et notamment quand il y a de la mortalité. Donc vous voyez que sur tout le jéjunum, eh bien, on a un contenu nécrotique liquide avec tout l'épithélium superficiel de la muqueuse qui va être détruit par les toxines produites par Clostridium perfringens. Et ça va entraîner, bien entendu, de la malabsorption. Là, on a des animaux qui ne mangent même plus. Et là, on va avoir de la mortalité. Clostridium perfringens, eh bien, cet agent responsable, ou en tout cas impliqué dans la maladie, c'est une bactérie gram-positive qui est présente partout et qui va sporuler, donc qui est très très résistante dans le milieu extérieur. Elle est naturellement présente dans le microbiote des volailles, on la retrouve pratiquement sur tous les animaux au niveau stécal. Mais dans ces cas-là, elle est totalement inoffensive, elle n'est pas pathogène. Elle va être pathogène lorsque ce sont certains types qui sont producteurs de toxines et de certaines toxines qu'on va avoir éventuellement apparition de la maladie et des lésions. Et donc, il a été défini différents toxinotypes, et les toxinotypes, qui nous intéressent, ce sont le toxinotype A, qui produit la toxine alpha, et le toxinotype le toxinotype F, pardon, qui va produire, le G, qui produit la toxine NETB, qui peut être impliquée au même titre que la toxine alpha dans la pathogénicité. Alors, il y a de nombreux inconnus dans cette maladie au niveau de la pathogénèse et de l'immunité, et on considère que c'est une maladie multifactorielle avec des causes différentes. Alors, ici, vous avez un petit schéma avec les différentes causes possibles. Les éléments inducteurs que nous avons retenus, eh bien, c'est la présence et la production possible de la toxine NETB, l'âge des cultures de Clostridium, les conditions d'inoculation des bactéries, leur nombre et le mode d'administration, et l'interaction avec les coccidies. Donc, pour notre modèle, nous avons utilisé 2 souches de Clostridium perfringens, une souche A isolée d'un cas d'entérite nécrotique sur poulet de 19 jours, et dans ce cas-là, eh bien, les toxines alpha et NETB avaient été identifiées. Et également une souche B, isolée aussi d'un cas d'entérite nécrotique, mais sur un poulet de 20 jours, et cette souche avait le toxinotype A, avec production uniquement de la toxine alpha. On avait essayé de travailler sur les 2 souches séparément antérieurement, et même avec la souche A, qui est toxinogène NETB, eh bien, on n'arrivait pas à reproduire les lésions caractéristiques. Et c'est uniquement avec l'association de ces 2 souches qu'on arrive à avoir les lésions caractéristiques. Alors, pour ces 2 souches, eh bien, là, c'est l'équipe HQPAP qui a multiplié ces bactéries. Donc, à partir d'un stock conservé en congélation, il y a eu un premier repiquage pour revivifier l'isolat. Ensuite, une remultiplication et une deuxième remultiplication pour en produire en quantité suffisante et à la date souhaitée. Donc ça a été fait en parallèle, aussi bien pour la souche A et pour la souche B. Et concernant le dénombrement, puisque au niveau des inoculums, il fallait savoir la quantité de Clostridium qui était inoculée, et bien là, il y a eu différentes dilutions au dixième, puis ensuite dépôt sur des boîtes de pétri à différentes concentrations, incubation pendant 24 à 48 heures, pour ensuite réaliser un dénombrement, pour connaître la concentration en bactéries dans les inoculums. Alors, concernant le modèle, eh bien, nous avons évalué différents paramètres. Le premier paramètre, et le paramètre essentiel, c'était l'association avec des coccidies à développement jéjunal. Donc, nous avons opté pour Emeria maxima, qui est l'espèce qui va coloniser le jéjunum et l'iléon et qui est souvent associée dans les cas terrains à des lésions d'entérite nécrotique, donc au développement de Clostridium perfringens. La dose de ces coccidies a aussi été évaluée, le nombre d'inoculations de Clostridium, le nombre de jours et aussi les concentrations, les quantités de bactéries inoculées aux animaux.
Le fait de maintenir ou non à une température élevée la suspension de bactéries pour éviter qu'elles ne sporulent trop rapidement, puisque les formes sporulées ne sont pas des formes qui vont pouvoir se développer et s'implanter. L'éventualité d'un traitement antibiotique préalable pour essayer de nettoyer un peu le contenu digestif pour permettre à Clostridium de s'implanter plus facilement, puisque l'on pouvait considérer qu'il pouvait ne pas être en compétition avec les autres bactéries du tube digestif. Et enfin, on s'est intéressé aussi aux modalités de nettoyage en amont des cages, si des désinfectants pouvaient avoir un impact sur la survie des bactéries, la densité des oiseaux aussi au niveau des animaleries et des cages, les délais d'inoculation entre coccidie et bactéries, afin que les lésions engendrées par les coccidies permettent de manière optimale l'implantation des bactéries, et les délais pour observer les lésions. Et aussi, on a étudié la mise à jeun éventuelle des animaux. Mais je vais vous détailler ça assez rapidement, hein, puisqu'on a réalisé 7 essais pour la mise au point, l'optimisation et ensuite la validation du modèle. Alors, le premier essai qu'on a réalisé fin 2019, eh bien, c'était d'abord d'essayer de trouver quelle était la date la plus appropriée pour observer les lésions. Alors, on a travaillé sur des effectifs partage de 100 individus et nous avons utilisé 2 doses d'inoculation des Neria maxima, une faible dose et une forte dose, et nous avons panaché avec faible ou forte dose de Clostridium perfringens. Les inoculations de Clostridium étaient réalisées soit 4 jours après l'inoculation des coccidies, soit 4 jours et 5 jours. Et donc, l'observation des lésions a été faite à 5, 7 et 10 jours après l'inoculation des coccidies, c'est-à-dire le lendemain ou 2 jours après ou 5 jours après l'inoculation des clostridies. Et vous voyez que à 5 et à 10 jours, on n'observe pas de lésions. Et au niveau de la mortalité, on a observé de la mortalité à partir de J6. Ce qui veut dire qu'à J5, on n'a rien. À J7, on a des lésions, mais on arrive peut-être un petit peu trop tard, puisqu'on a déjà de la mortalité à J6 avec des lésions caractéristiques. Donc la date d'observation des lésions, on a considéré que c'était peut-être plus pertinent de chercher et de regarder à 6 jours post-inoculation des coccidies. Et avec les 2 inoculations à J4 et J5 des clostridies, eh bien, on observait plus de lésions. À partir de là, on a réutilisé les modalités qui fonctionnaient le mieux et on a utilisé aussi une dose intermédiaire de coccidies et 3 doses de clostridies pour voir si on pouvait augmenter les lésions d'entérite nécrotique classique. Et malheureusement, dans cet essai-là, eh bien, nous avons observé peu de lésions et pratiquement pas de mortalité. Donc, on n'a pas réussi à reproduire les résultats du premier essai et on a attribué ça, mais on n'est jamais sûr, hein, à une qualité médiocre des poussins au démarrage, puisque avant les 10 jours d'âge pour l'inoculation des coccidies, eh bien, on avait de la mortalité chez les poussins. Donc, on s'est dit, on va refaire cet essai. Et l'essai suivant, alors sur des effectifs moins importants, hein, on était sur 15 sujets uniquement par lot, et là on a travaillé sur 2 doses, la dose forte ou la dose moyenne, et l'utilisation d'un antibiotique avant l'inoculation des clostridies pour essayer de favoriser l'implantation et de limiter la compétition entre Clostridium perfringens et les bactéries résidentes. Et là, eh bien, on a observé très peu de lésions à J6 et à J7 et aucune mortalité. Donc ce troisième essai ne nous a pas donné vraiment satisfaction. Ce qui fait que finalement, on est revenu un peu à des fondamentaux sur le 4e essai. On est reparti avec des effectifs importants, des doses de coccidies et de clostridies importantes ou moyennes pour les coccidies, et puis 2 dates d'inoculation ou alors une date d'inoculation des clostridies, mais ensuite la manipulation, en considérant qu'il pouvait y avoir un stress lié à la manipulation chez les animaux. Et qui dit stress dit diminution de la résistance potentielle des animaux. Et lors de cet essai, eh bien, on regardait encore les lésions à J6 et à J7, et on a observé beaucoup de lésions à J6, hein, surtout dans la modalité avec une densité à 30 sujets par cage,
et des fortes doses aussi bien de Coccidia que de Clostridium et 2 inoculations. Et de la mortalité importante aussi dans cette situation. Donc les lésions étant plus nombreuses à J6, on est resté focalisé sur l'idée de regarder à J6 post-inoculation des Coccidia, et de conserver aussi les 2 inoculations de Clostridium. Sur l'essai suivant, eh bien là, nous avons fait varier le nombre d'inoculations de Coccidia quand même, pour vérifier que J4 et J5, c'était plus pertinent. Et on a encore regardé les lésions à J6 et J7. Mais à chaque fois, on utilisait une forte dose de Clostridium, et la grosse différence, c'est qu'on maintenait ces Clostridium à 37 degrés entre le moment de récupération de la culture et l'inoculation. Donc, pendant le transfert des suspensions de bactéries, eh bien, on conservait une température élevée pour éviter que ces Clostridium ne sporulent. Et là, on a observé des lésions encore importantes et de la mortalité un peu moins importante, mais qui montrait quand même que le modèle fonctionnait bien, et les lésions étaient beaucoup plus évidentes à partir de J6. Et plus nombreuses, bien entendu, toujours avec la dose forte de Coccidia associée à la dose forte de Clostridium. Et enfin, le dernier essai, eh bien là, on a essayé de faire varier le délai entre l'inoculation, de raccourcir un petit peu le délai entre l'inoculation des Coccidia et l'inoculation des Clostridium. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 10 heures et 10 heures 4 jours plus tard avec Clostridium perfringens, on a raccourci de 5 heures le délai en inoculant les Coccidia un peu plus tard. Et dans cette situation, alors on n'a pas observé beaucoup de mortalité, mais on a obtenu des lésions plus importantes et plus nombreuses quand on réduisait le délai de 5 heures entre l'inoculation des Coccidia et des Clostridium. Et gros intérêt, c'est qu'on a observé de la morbidité marquée, donc de la prostration chez tous les sujets dans tous les lots. Alors le dernier essai, eh bien là, on a juste tenté de voir si la désinfection préalable pouvait avoir un effet. Donc quand les cages et le matériel, l'animalerie étaient désinfectés avant l'essai, eh bien on a essayé de revoir si on relavait ou si l'absence de relavage pouvait avoir une influence. Et en fait, on a constaté que l'absence ou le relavage n'avait pas vraiment d'influence sur les observations. Donc, et pareil pour la mise à jeun. La mise à jeun n'avait pas l'air d'avoir d'importance, au même titre que l'utilisation préalable d'antibiotiques. Donc au final, on a quand même réussi donc à développer un modèle, et les modalités retenues. Le lavage des cages, on s'est dit, c'est peut-être pas si pertinent, mais si on a une désinfection chimique préalable, eh bien, ça peut être intéressant quand même de laver les cages pour éviter qu'il y ait une rémanence de ces désinfectants. La souche de poulet qu'on a utilisée, c'est la souche Ross. On avait antérieurement travaillé sur des souches pontes, mais ça ne fonctionnait pas. Au niveau des effectifs, on a retenu une densité par cage de 30 sujets, en utilisant Emeria maxima avec une forte dose et en ayant un délai entre l'inoculation des Coccidia et l'inoculation des Coccidia qui était réduit, 15 heures à 10 jours d'âge, et ensuite 10 heures à 14 et 15 jours d'âge pour l'inoculation de Clostridium. Et les critères qui peuvent être suivis, eh bien, c'est la morbidité, puisqu'on a observé une forte morbidité, avec un aspect des matières fécales, parce que les matières fécales étaient dégradées déjà à 15 et 16 jours, et puis bien entendu les lésions intestinales de nécrose caractéristiques à 16 jours. Donc ce modèle est aujourd'hui validé, exploitable, et il permet d'évaluer objectivement des produits, soit par l'alimentation, soit par notre boisson, et d'étudier les signes cliniques et performance, et ce modèle est transférable, et aujourd'hui, il est utilisé par Inos, qui va vous en parler un peu plus en détail, et qui permet d'évaluer de manière objective, en tout cas de cribler des candidats d'intérêt, et de faire le tri entre ceux qui peuvent présenter cet intérêt ou non, pour essayer de lutter contre cette maladie.